je n'ai jamais vu un seul épisode d'Avatar, le dernier maître de l'air. Je sais que ça a marqué plusieurs générations, mais moi j'ai toujours vu ça de loin sans trop avoir d'avis. D'après ce qu'on m'a rapporté, ça vaut vraiment le coup, il y a un vrai travail de world building qui d'ailleurs s'intègre assez naturellement à Magic, et ce malgré le fait qu'il y ait que 4 éléments et 5 couleurs dans Magic. Hier, on a eu le Weekly MTG avec plein de nouvelles cartes révélées du set Avatar qui arrive très bientôt. De ce que j'ai vu, l'univers de la licence a l'air d'être extrêmement bien respecté, même si moi, personnellement, ça me parle pas trop. Là où ça me semble quand même bien fait, par contre, c'est que là, par exemple, je vois le marchand de choux. Pour 3 manas, dont un vert c'est une 2-2, c'est une créature légendaire humain et citoyen, et quand un adversaire lance un sort non créature, on va créer un jeton nourriture. Jusque là, ça me paraît logique de fournir de la nourriture quand on est un marchand de choux. Et quand une créature nous met des dégâts, on doit sacrifier un food token. Alors là, tout de suite, ce que je m'imagine, c'est une espèce d'humour de répétition qu'il doit y avoir dans la série, où en fait, le marchand de choux se prend régulièrement des dommages collatéraux, du genre, il y a des personnages qui se battent dans la rue ou qui s'envoient des sorts, et en fait, son étal prend cher à chaque fois, et du coup, il perd sa marchandise. Et en fait, j'avais vu cette carte avant même l'annonce du Secret Lair All My Cabbages, et de l'autre carte du même marchand qui a été annoncée hier, et du coup ça a validé mes suppositions alors même que je connaissais pas la série quoi. Donc c'est que ça a l'air d'émuler assez bien ce qui se passe dans la série, donc c'est que c'est bien fait. Bien fan service, mais bien fait. Il y a quand même pas mal de cartes dont les effets sont inspirants, et aussi quelques cartes que je trouve assez jolies, notamment certains traitements très chouettes, que je pourrais inclure sans problème dans mes decks. En fait, ils ont ressorti les Fields Note Showcases de Blomborough et ça marche assez bien. On avait déjà eu droit au fanservice bas de gamme avec Final Fantasy et ses screen cards, dont certaines ressemblaient à des captures d'écran dégueu en 240p. Et rebelote et Empire, franchement il y en a, ça sent pas l'effort. Qu'est-ce que c'est que ça pour des reprints aussi importants en plus? Force of Negation, Heroic Intervention, le Cruel Tutor. Mon dieu que c'est laid, franchement ces cartes méritaient vraiment pas ça. Mécaniquement le set a l'air quand même vachement complet, même si les mécaniques sont un peu lourdes, surtout pour les néophytes, mais je crois que ça maintenant on y est habitué, et de toute façon il y aura le retour des produits Jumpstart avec des cartes un peu plus vanilla, et ça c'est très cool. Aujourd'hui je vous fais donc un petit top 10 de mes cartes préférées parmi celles qui ont été révélées jusqu'à présent, celles qui me stimulent et celles qui peuvent rentrer dans certains de mes decks. Et on commence ce top avec la loutre pingouin glisseuse, incroyable, adorable. Non, je rigole. Passons aux choses sérieuses. Les poissons dauphins volants, donc bon, j'arrête. Bon, ce que j'ai compris, c'est que dans Avatar, il y avait des fusions animalières très étranges. On y reviendra. Wan Shetong All Knowing. Ça coûte 5 mana, dont 2 bleus, c'est une 4/4 avec le vol. Quand elle arrive sur le champ de bataille, on va pouvoir cibler un permanent qui va retourner dans la bibliothèque de l'adversaire, à la 2e place. À la 2e place, au-dessus ou en dessous d'ailleurs. Assez original comme effet. Et à chaque fois que une ou plusieurs cartes sont mises dans la bibliothèque depuis n'importe où, on va créer 2 esprits qui ne peuvent pas bloquer et qui sont eux-mêmes imbloquables, à part par les esprits. Alors la carte est plutôt chouette, je la vois bien rentrer dans Tassa par exemple. Le fait d'avoir des mécaniques autour du blink, ça veut dire qu'à chaque fois on va virer un permanent qui va retourner dans la bibliothèque de l'adversaire. Je pense que je peux lui trouver une petite place. La faire blinker régulièrement, ça veut dire qu'on va pouvoir nettoyer un petit peu les bords adverses, et ça quand on joue Tassa, c'est un régal. Mon deck Tassa que j'ai finalement un petit peu orienté en deck contrôle, malgré moi avec les années. Donc là ça rentre bien là-dedans, donc ça va pouvoir permettre de temporiser un petit peu nos adversaires, et en plus à chaque fois qu'on fait ça, on crée 2 1/1 imbloquables, donc à terme en fait on va flouder le board avec des esprits. J'aime vraiment pour le coup l'esprit de cette carte, et à préciser que c'est un oiseau, donc Castral devrait adorer ça. J'aime bien cette carte, elle a une bonne tronche, je la trouve très chouette. Ozai the Phoenix King, ça coûte 6 mana, dont 2 noirs, 2 rouges, c'est une 7/7 Trample, Firebending 4, et ça a la célérité. Si on devrait perdre du mana pas dépensé, et ce mana devient du mana rouge, donc ça c'est hyper intéressant, et puis c'est assez rare les effets qui permettent de conserver le mana non dépensé. On va revenir dessus, et Ozai a le vol et l'indestructible tant qu'on a au moins 6 mana pas dépensés. On va en profiter pour expliquer ce qu'est le Firebending, donc Firebending suivi d'un chiffre. Là en l'occurrence ça veut dire que quand on va attaquer avec Ozai, on va rajouter 4 mana rouges dans notre réserve. En toute logique c'est du mana qui va rester jusqu'à la fin du combat,
Mais là il a un effet qui permet en fait de transformer ce mana en mana rouge et de le garder dans notre réserve. Maintenant la question que je me pose, c'est est-ce que ce mana, qui du coup deviendra quoi qu'il arrive du mana rouge, ils disent ça pour le mana qu'on aura généré en dehors du firebending, est-ce que ce mana donc va rester à la fin du tour? Moi je pense que oui, il n'y a pas de raison que ce le soit pas, parce que la façon dont c'est wordé, en gros ça dit que le mana qu'on devrait perdre se transforme en mana rouge, donc le mana non dépensé qu'on a à la fin du tour, bah on le perd, il se transforme instantanément en mana rouge. Donc rappelle quand même qu'en commandeur multi, si on arrive à mettre 21 points de dégâts avec notre commandant chez un adversaire, et bah cet adversaire perd directement la partie. On peut voir qu'il a 7 d'attaque, donc il suffit de mettre 3 coups pleine poire dans la tronche d'un adversaire, et normalement c'est ciao à plus. Donc il coûte assez cher, mais une fois qu'il est là, je pense que ça peut snowball assez vite et faire pas mal de zinzinades. Je vais pas tous les citer, mais tous les trucs firebending, ça a l'air assez fort. Faire autant de mana, ça va forcément faire des bêtises. Je vois Zuko Firebending Master qui coûte que 2. Je pense que ça va snowball vénère. Il y a Avatar Roku aussi dans le même thème. Lui, c'est une 6-6 pour 6 mana, dont 2 rouges. Et quand un joueur attaque, donc n'importe quel joueur autour de la table, on ajoute 6 mana rouges à notre pool. Voilà, il se trouve que cette fois, le mana disparaît à la fin du combat. Donc là, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir essayer de jouer des blasts, on va pouvoir essayer de jouer des sorts avec le flash. Et dans tous les cas, même si on n'a rien à jouer, on pourra réinvestir ce mana directement sur lui, parce qu'il a un mana sync de 3 rouges qui lui permet de gagner plus 3, plus 0. Donc ça veut dire que même nous, quand on attaque avec lui, on va immédiatement générer... Et d'ailleurs, pas forcément avec lui, hein. C'est quand un joueur attaque, donc avec n'importe quelle créature. Bon, supposons qu'on attaque avec lui, on va pouvoir directement dépenser ses 6 mana dans sa capacité. Il va devenir 12-6. Donc voilà, si en plus de ça on peut lui rajouter une capacité d'évasion ou quelque chose, ça peut là aussi faire des grosses bêtises. Toute cette foisonnance de mana rouge, moi ça m'inspire, j'ai envie de cracher du feu. D'ailleurs dans mes cartes préférées, j'ai mis Sozin's Comet. Sozin's Comet ça coûte 5 mana dont 2 rouges, c'est un rituel. Et toutes les créatures que l'on contrôle gagnent le Firebending 5. Ça veut dire que chaque créature sur notre board qui attaque va générer 5 mana rouges. Du mana qu'il faudra bien évidemment dépenser avant la fin du combat. Donc avec ce mana, par exemple, on pourra essayer de finir un joueur avec un effet Fireball. Alors jouer uniquement en instant pour le coup, parce que ce sera pendant le combat qu'il faudra dépenser ce mana. Donc des cartes comme Volcanic Geyser, Comet Storm. Donc là ça peut être assez vénère, hein, parce qu'on peut essayer de générer 15, 20, 25, 30 mana pendant notre phase de combat. Ça peut vite devenir n'importe quoi, surtout par exemple si on joue gobelin et qu'on a floudé le board avec des gobelins. Après on peut essayer aussi d'appeler des gros machins avec le flash, genre Ambercleave ou Bogardan Hellkite. Mais le truc c'est qu'il n'y a pas beaucoup de grosses bêtes intéressantes en rouge avec le flash. Si vous jouez ça par exemple dans un deck dragon, il y a toutes ces capacités de dragon rouge qui consistent à payer un mana pour donner plus 1, plus 0 à notre dragon. Et généralement cette capacité on peut la faire autant de fois qu'on veut. Donc là pareil ça peut faire hyper mal. Il y a une carte aussi dans Avatar qui synergise assez bien avec ça, c'est Fated Firepower. C'est un enchantement qui coûte 3 mana rouge plus X, ça le flash. Et il va arriver avec X marqueur Fire sur lui. Et alors là c'est assez ouf parce que toutes les sources rouges que l'on contrôle vont infliger autant de blessures qu'elles auraient dû le faire, plus le nombre de marqueurs Fire sur cet enchantement. Donc là je sais pas si vous vous rendez compte, vous attaquez avec 5 gobelins, 5 gobelins, je suis gentil, hein. Avant d'attaquer, évidemment, vous jouez Sozin's Comet, donc vous ajoutez 25 mana à votre pool. Derrière, vous flashez Fated Firepower, qui arrive du coup avec 22 marqueurs. Ça veut dire que tous vos gobelins vont infliger plus 22 dégâts. Enfin bref, c'est une carte en fait qui peut vraiment faire des bêtises. Ouais, ça peut être vraiment débile, et à la limite, on peut même aussi la jouer avec une autre couleur, et là on aura un peu plus de choix sur les trucs qu'on peut cast avec le flash. Bon après ça devient un problème de riche, hein. C'est pas à moi de vous dire comment investir tout votre mana, mais il y a des bêtises à faire. Ils ont fait 3 skins d'ailleurs pour cette carte, donc à mon avis ils savent que ça va être joué. Hein. Toph Earthbending Master pour 4 mana dont inverse est une 2-4. Il a un effet de landfall qui fait qu'on lui rajoute un marqueur expérience. Et quand on attaque, on va Earthbend X, X est égal au nombre de marqueurs expérience qu'il a sur lui. Donc en fait, Earthbend c'est un mot-clé qui va animer les landes, et ça c'est cool. Si jamais ce terrain est amené à être détruit, à mourir ou être exilé, il revient sur le champ de bataille engagé. Donc comme ça c'est cool, on prend pas trop de risques. Certes on va transformer nos terrains en créatures, mais si jamais ils sont gérés en tant que créatures, ils vont quand même revenir sur le board engagé. C'est un peu dommage que ça soit un mot-clé qu'on va retrouver j'imagine que dans Avatar, parce qu'en plus c'est un truc qui a pas encore été trop exploré je trouve, l'animation de terrain à Magic, et c'est une mécanique que moi j'aime bien mais j'ai jamais trop réussi à jouer avec. On remarque d'ailleurs derrière le texte, sur la textbox, le watermark Earth Kingdom. Donc en fait chaque
En gros, il y a 4 tribus, je sais pas si on dit comme ça dans l'univers d'Avatar, il y aura 4 élémentaux différents, donc ça veut dire qu'on aura 4 petits watermarks comme ça, chacun correspondant à une identité. Parce que évidemment, là en l'occurrence, Earthband, c'est quand même plus associé à la couleur verte dans Magic, mais ça veut pas dire qu'on va retrouver Earthband que sur des cartes vertes. En fait, chaque élémental peut être associé à peu près à n'importe quelle couleur de Magic. En gros, par exemple, pour Firebending qu'on a vu juste avant, peut y avoir du Firebending sur des créatures noires, en tout cas de ce que j'ai vu jusqu'à présent. Bon, en tout cas, ça me paraît super chouette comme carte. À mon avis, ça peut faire vraiment des grosses bêtises. Faut savoir que là, les terrains, ce seront des créatures modifiées, vu que nos terrains sont des créatures avec un marqueur +1/+1. Donc en fait, ça peut hyper bien marcher avec des cartes comme Kodama of the West Tree, par exemple. Ça peut être même vraiment débile. Ça peut marcher aussi avec la prolifération. Il y a plein de trucs à faire, en fait, en mode force de la nature. Dans le même genre aussi, on a Avatar, Kyoshi, Earthbender. Alors c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il y a toujours l'élève et le maître, et qu'en fait, ils ont chacun leur carte. Alors je sais pas, je connais rien au lore, mais j'ai remarqué qu'il y avait un peu ce pattern de... une petite créature avec un effet, avec le blaze, quelque chose bending et master, et il y avait aussi un avatar avec le même genre de mécanique qui était un peu plus costaud. Bon ça, les fans de Avatar me donneront des détails en commentaire. Donc lui, pour 8 mana, c'est une 6/6, pendant notre tour, il a le Hexproof, et au début du combat, pendant notre tour, on Earthband 8, et on détape ce land. Alors ça c'est marrant parce que ça veut dire qu'on peut bourrer avec, ça coûte hyper cher, hein, mais une fois que c'est là, pareil, c'est la puissance quoi. Donc on a Earthband, Fireband, Airband et Waterband. Vous verrez, j'ai mis au moins une carte de chaque pour vous montrer. Hein. On enchaîne avec Sokka, Swordmaster pour 3 mana, dont un blanc, c'est une 3/3. Créature légendaire, humain, warrior et allié. D'ailleurs, vous verrez dans le set, il y a des mécaniques en rapport avec les alliés. Il a la vigilance et nos équipements coûtent 1 de moins à lancer pour chaque allié que l'on contrôle. Donc sachant que lui-même est un allié, il est même pas obligé de rentrer dans un deck allié parce que vu qu'il se voit, déjà nos équipements coûteront 1 de moins à lancer. Et au début du combat, pendant notre tour, on peut lui attacher un équipement que l'on contrôle dessus. Donc cheater les coups d'équipement, c'est fort, ça a toujours été fort à Magic. Il y a pas mal de créatures légendaires qui permettent déjà de faire ça et c'est fort. Si j'arrive à me le procurer pour quelques sous, il pourrait intégrer, pourquoi pas, mon deck Ratona Keton. On sait vraiment si je l'ouvre au hasard dans un booster, parce qu'en vrai il colle pas trop à la DA assassin du deck. Mais voilà, je voulais le mentionner parce que ça push encore un petit peu la mécanique autour des équipements en blanc. On enchaîne avec Momo Friendly Flyer. Pour 1 mana blanc, c'est une 1/1 avec le vol, et à chaque fois qu'on lance notre premier sort non les murs, je sais pas pourquoi ils ont mis ça, qui a le vol, pendant notre tour, et ce sort coûte 1 de moins à lancer. Donc en fait, ça va faire ramper dans les decks vol. Et si une autre créature que l'on contrôle avec le vol entre sur le champ de bataille, Momo, il gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Alors en fait, le seul défaut à mes yeux, c'est qu'il est pas le type oiseau. Parce que ça veut dire qu'il... Alors il rentre dans Castral quand même, parce que ça fait ramper, ça permet d'appeler Castral plus tôt. Lui il va prendre le boost des autres oiseaux, donc pourquoi pas, mais c'est vrai que lui-même ne déclenche pas l'effet de Castral, donc c'est un peu frustrant. Est-ce que j'ai la place pour ça dans Castral? Je ne sais pas, mais en tout cas je le trouve très drôle et adorable, et vu qu'en ce moment je suis dans une méta un peu oiseau-vol, il me plaît bien. Badger Mole Cub, encore une fusion bizarre d'animaux. Ça, c'est assez costaud. Pour 2 mana, dont un vert c'est une 2/2, et quand elle entre sur le champ de bataille, elle fait Earthband 1. Donc en gros, il va transformer un de nos terrains en Dryade qui fait 2 mana. Pourquoi? Parce que quand on engage une créature pour faire du mana, elle ajoute 1 mana vert supplémentaire. Donc ça c'est assez ouf parce que tous nos dorks, tous nos petits dorks, qui d'habitude nous font 1 mana, là ils nous feront 2 mana. Même sans jouer des dorks, à côté il est fort lui-même parce que pour 2 il nous fait ramper de 1. Carte vraiment chouette. Et on enchaîne avec le White Lotus Style, donc un nouveau Lotus. Pour 4 mana, c'est un artefact qui va arriver engagé, et on peut l'engager pour produire X mana d'une seule couleur. X est égal au plus grand nombre de créatures que l'on contrôle qui ont le même type. Donc en gros, ça c'est un Lotus tribal. C'est un Lotus qui va avantager les decks typo. Je donne un exemple, je sais pas, j'ai 5 écureuils sur mon board, et je l'engage, il va me faire 5 mana d'une seule et même couleur. Donc ça c'est plutôt du costaud en vrai, parce qu'il y a plein de decks tribaux en fait qui génèrent un nombre de créatures du même type assez astronomique, hein. C'est pas rare moi que dans Grande Dent je me retrouve avec 10 écureuils sur le board. Donc pour 4 mana, je peux derrière produire 10 mana par tour, voire plus. Sûrement parfois un peu moins, parfois un peu plus, ça va varier. Mais ça peut potentiellement être staple dans certains decks. Je pense qu'on a largement dépassé les 10.
mais c'est pas grave, je continue. En fait, j'ai mis pas mal de trucs de côté que je trouvais assez cool. Là, on a Hero Grande Lotus, il va coûter Témur plus 3, c'est une 5/5, il a le Firebending 2. Donc comme je vous avais dit, en fait, là, Firebending, certes, il y a du rouge dans le coup, mais il y a aussi du bleu et du vert. Pendant notre tour, tous les éphémères et les rituels qui ne sont pas des leçons, qui sont dans notre cimetière, gagnent le flashback. Le coût de flashback étant égal au mana cost de base, au CCM de base. Et toujours pendant notre tour, chaque leçon dans le cimetière a le flashback 1. Là, ça devient un peu plus intéressant. Donc déjà, c'est une créature légendaire qui me rappelle un petit peu Kess, sauf que là, au lieu du vert, on a du noir. Alors peut-être que ce sera plus compliqué de remplir le cimetière, mais on a accès à la meule avec le bleu. On va avoir aussi accès à toutes les leçons de Strixhaven. Alors là, on a vu, il y a le retour des leçons avec ce set Avatar, mais dans Strixhaven, il y en avait déjà pas mal. Il y avait notamment Sortie des mascottes, qui était assez cool. Donc lancer Sortie des mascottes pour 1 mana, c'est quand même chouette. Sachant qu'en standard, il devrait pas tarder à avoir encore d'autres nouvelles leçons arriver, parce qu'on va avoir en 2026 le retour de Strixhaven. Donc après, ça me semble un peu cher pour du standard, 6 mana, mais bon, peut-être que ça fera des trucs. En tout cas, le fait de mettre un peu plus en avant le délire autour des leçons, moi je trouve ça sympa. Il est un texte qui donne envie de le jouer, donc 6 mana, c'est parfois c'est un peu le bout du monde, mais bon, on verra. En plus, ce qui est cool, c'est qu'avec son Firebending 2, potentiellement les leçons en éphémère, on pourra les jouer depuis le cimetière avec le mana qu'il va générer. Je pense pas que ce soit plus fort que Kess, parce que déjà il coûte plus cher, mais je sais pas, il me donne envie de faire des trucs. Bon, on continue parce que lui il est quand même marrant. Appa Steadfast Guardian, pour 4 mana dont 2 blancs, c'est une 3/4. Il a le flash, il a le vol. Quand il arrive sur le champ de bataille, on va airbend n'importe quel nombre de permanents non-terrain que l'on contrôle. Et à chaque fois qu'on joue un sort depuis l'exil, on crée une 1/1 blanc allié. Alors on n'a pas encore expliqué le airbend, c'est assez cool. En gros, le airbend, ça permet d'exiler un permanent non-terrain, et son propriétaire peut rejouer ce sort pour seulement 2 mana. Donc airbend, ça va jouer sur plusieurs terrains, ça veut dire qu'on va pouvoir par exemple gérer des trucs adverses. Là en l'occurrence, c'est précisé que c'est des permanents que l'on contrôle qu'on doit airbend, mais effectivement, ça peut être utile d'exiler certains de nos permanents pour les recast pour seulement 2 mana. Et là, dans le cas de Appa, effectivement, ça peut être assez utile, parce que en premier lieu, moi je le vois bien jouer en flash pour en gros sauver notre board sur une Vrasse par exemple. Donc en gros sur une Vrasse, plutôt que toutes nos créatures aillent au cimetière ou soit d'exiler définitivement, là c'est lui qui va les exiler et on pourra les rejouer pour seulement 2 mana. Donc ça veut dire que par rapport à nos adversaires, en fait on aura du card advantage de ouf, parce que c'est un peu comme si toutes nos créatures qui auraient dû être gérées, et elles sont de retour dans notre main. En fait cette zone d'exil, ce sera un petit peu une main qu'on aura à part entière, et on pourra rappeler tous nos sorts pour seulement 2 mana. Donc supposons en plus de ça qu'on joue avec toutes les mécaniques de Blink, et qu'on rappelle toutes nos créatures pour 2 avec des bons ETB qui vont se redéclencher, et qu'en plus de ça on a le petit bonus de créer une 1/1, je sais pas, moi je le trouve excellent ce Appa, franchement il me fait bien rire. Je pense que 4 mana d'étape sur une Vrasse et qu'on joue Appa, franchement c'est difficile derrière pour nos adversaires de revenir, surtout si on avait un bon board, parce que clairement on aura un avantage de ouf sur nos adversaires. Et puis juste une 3/4 vol flash pour 4 qui nous permet de créer une 1/1 dès qu'on joue un sort depuis l'exil. Non, il me plaît bien. Avras ou Appa Avras là bah alors, je croyais que t'avais rasé le board. Lui je l'aime bien aussi, il me fait marrer. Ang Airbinding Master, donc lui c'est le héros de la série Avatar. J'ose imaginer que je me trompe pas à ce niveau-là. Pour 5 mana dont un blanc, c'est une 4/4, et quand il entre sur le champ de bataille, on va airbend une créature ciblée. On peut dégager une créature adverse, on peut dégager un truc à nous qu'on pourra rappeler pour 2 mana. Quand une créature que l'on contrôle quitte le champ de bataille sans mourir, par exemple si elle est exilée, je sais pas, on va gagner un marqueur expérience, Ang va recevoir un marqueur expérience, et au début de notre tour, on va créer une 1/1 blanche alliée, token, pour chaque marqueur expérience qu'on a. Et là, on parle pas forcément des marqueurs expérience qui sont sur Ang, on parle des marqueurs expérience en général. Donc lui, en tant que commandant avec des synergies Blink, ça peut être très rigolo, et même dans les 99 cartes, par exemple, dans un Brago ou un Yorion, je pense que ça peut faire des trucs sales. Il y a toutes les synergies aussi, comme je disais, qui regardent le nombre de marqueurs expérience. Donc là, pour le coup, dans un deck Mintara, par exemple, bah ça marche super bien. Parce qu'en gros, Mintara va regarder le nombre de marqueurs expérience qu'on a en tout, et les créatures que l'on contrôle gagnent +1 +0 par rapport à ce nombre de marqueurs expérience. Donc il y a plein de trucs à faire comme ça. Le fait que ça crée des alliés aussi, à mon avis, ça peut synergiser avec plein de trucs. En fait, je trouve que ces cartes, elles ont toutes des textes assez riches, et ça peut aller dans pas mal de directions différentes. Donc voilà, j'ai comme envie de tester tout ça, et on va finir par You, the Moon Spirit.
pour montrer un petit peu ce qu'est le Waterbend, qui est clairement la capacité liée aux élémentaux qui m'intéresse le moins, que je trouve la moins fun en gros. Pour 4 mana, dont un bleu, c'est une 3-3. On a une créature légendaire qui est esprit et allié, encore une fois. Ça a le vol, ça a la vigilance, et ça a le Waterbend 5. Donc en fait, le Waterbend, c'est un coup. C'est un coup et qui va derrière déclencher un effet, et c'est un coup en fait qu'on peut cheater en engageant des artefacts ou des créatures pour payer un incolore. Voilà, en gros c'est des capacités qu'on va pouvoir payer avec nos artefacts et nos créatures. Là en l'occurrence on va pouvoir lancer un sort non créature depuis notre main sans payer son coup de mana. Donc tricher sur les gros sorts, ça c'est toujours intéressant, mais je sais pas, je trouve que la mécanique elle manque de personnalité, puis tout ce que j'ai vu avec le Waterbend, je trouvais ça pas très fun quoi. S'il fallait que je fasse un ordre de mes bending préférés, je pense qu'en premier ce serait le Firebending, après le Earthbending, puis le Airbending, puis le Waterbending. Et en vrai je trouve que Fire, Earth et Air, je les trouve vraiment excellents, j'ai tous envie de les tester. Franchement, même je pense que je me ferai une petite AP parce que en fait les mécaniques elles ont l'air cool quoi. Bon en fait c'est pas fini parce qu'il faut quand même que je vous parle de Redirect Lightning. Ça coûte 1 mana rouge mais c'est un coût additionnel. Soit on paye 2 mana génériques en plus, soit on paye 5 points de vie. Donc ça peut quand même ne coûter que 1 mana rouge. Et on va pouvoir changer la cible d'un sort ciblé ou d'une capacité sur une seule target. Donc en gros vous connaissez, hein, c'est Deflecting Swat. Parmi les cartes qui font cet effet, je pense qu'elle va clairement prendre la seconde place justement derrière Deflecting Swat, qui elle peut coûter 0, donc pour le coup c'est forcément plus fort, mais c'est une carte qui fait toujours un petit peu polémique. C'est une carte qui fait parler. Donc je voulais quand même mentionner ce truc là parce que c'est fort. Hein. Alors là pour finir, pour de vrai pour le coup, on a Honest Work, ça coûte 1 mana bleu, et c'est un enchantement aura qui va engager la créature ciblée, et en plus de ça on va retirer tous les marqueurs qu'il y a sur cette créature, et la créature enchantée va perdre toutes ses capacités, et ça va devenir un citoyen 1-1. Qui fera du mana incolore. Alors pour 1 mana, un aura anti-bête qui fait cet effet en bleu, c'est un peu devenu la norme depuis quelques temps, mais au moins celui-là il a bon goût de retirer les marqueurs de la créature enchantée, et moi j'aime bien, parce que je suis un peu le genre de débile à balancer ce genre de sort sur un gros bazouzou qui a plein de marqueurs sur lui, donc ça reste embêtant en fait, et là ils ont pallié au problème, voilà. Ah si, mention spéciale à la Tortulion, qui est très jolie, mais qui est difficile à caser je trouve. En fait elle aurait pu être chouette dans Arcades par exemple, mais le problème c'est qu'elle a pas de... Elle a pas le Defender quoi. Et c'est dommage parce que c'est un Dork pour 3 qui fait la couleur qu'on veut. Ça fait gagner 3 points de vie quand ça arrive. Mais je trouve que l'activation est horrible quoi. Même dans Hero Grand Lotus dont on parlait tout à l'heure, ça fait pas grand chose en fait. Et pourtant c'est avec lui quoi qu'on a envie de jouer des leçons. Donc ouais, 3 leçons au cimetière, galère. Mais j'aime trop sa tronche. Faudra que je le trouve une maison quand même. Bon, je tenais quand même à vous faire défiler toutes ces petites mutations animales mignonnes, tout droit sorties de l'univers d'Avatar. Visuellement, c'est très enfantin, hein. Moi ça me parle pas trop, mais faut bien reconnaître que ça donne quand même des trucs plutôt mignons. Mention spéciale au canard tortue, j'en veux un dans ma mare, dans mon jardin. J'ai pas de mare. Et j'ai pas de jardin non plus. Mais si vous devenez membre de la chaîne, peut-être qu'un jour je pourrai en avoir un. Si mon contenu vous plaît, je compte sur vous pour vous abonner, liker et commenter. C'est le minimum pour soutenir ce contenu. Évidemment, rendez-vous sur Tipeee, Ulule pour un soutien financier. Merci à celles et ceux qui le font. C'est grâce à vous que tout ce contenu existe. Et pour accéder à du contenu en avance, voire parfois exclusif, vous pouvez devenir membre de la chaîne. Merci à vous, on se revoit très vite.